Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour le point lecture des lectures de septembre. Comme je vous l'avais dit, je ne vais pas vous présenter toutes les lectures que j'ai lues. J'ai lu à peu près 13 lectures au mois de septembre. Mais j'ai décidé de vous parler des 6 meilleures lectures que j'ai lues pour pouvoir rattraper le retard. Et puis effectivement, il y en a où ça fait plus d'un mois que je l'ai lu et j'ai très peu de souvenirs. D'autres où j'ai pas forcément envie d'en parler parce que soit il m'a peu marqué, soit j'ai rien à dire forcément sur ce roman. Donc c'est parti pour les 6 lectures. La première lecture que je voulais vous parler, c'est une lecture que j'ai lue en audiolivre sur Audible, donc grâce à NetGalley. Il s'agit de Celle qui brûle de Paula Hawkins, qui est publié initialement chez Sonatine. On est dans du thriller domestique. C'est le premier de l'auteur que je lisais. Je n'ai pas lu La fille du train, j'en avais trop entendu parler et j'avais peur que ça ne me plaise pas. Et le suivant, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je ne l'avais pas lu non plus. C'est le premier de l'auteur que je lis. Et j'ai plutôt bien apprécié. Autant vous dire qu'un mois et demi après, j'ai peu de souvenirs. Mais je me rappelle des sensations que j'ai eues, notamment cette addiction de savoir la suite et d'être pris dans l'histoire. Dans Celle qui brûle, on va retrouver 3 femmes à Londres qui vont être au cœur de l'assassinat d'un homme qui a été retrouvé mort sur sa péniche. Dans les 3 femmes, il y a la maîtresse, enfin la dernière personne à l'avoir vue, donc une jeune femme qui se nomme Laura, qui a des gros soucis de santé et de comportement suite à à un vécu très particulier. Il y a Myriam, sa voisine de péniche, qui a des choses aussi à voir dans cette histoire, et Carla, qui est la tante de cet homme qui a été tué. Et en fait, on va voir que, comme dans beaucoup de romans, de thrillers domestiques, tout le monde a ses petits secrets, tout le monde a des raisons en fait d'avoir éliminé, il me semble qu'il s'appelle Daniel, cet homme. Et donc on va suivre cette enquête et on va essayer de savoir ce qui s'est passé et qui l'a tué et pourquoi. Alors, j'ai passé un bon moment sur le coup, c'est ce que je vous dis, c'était très addictif. Donc vraiment, si vous cherchez un thriller qui se lit très vite, qui est addictif, qui est pas prise de tête du tout, vous pourrez apprécier. Par contre, si vous cherchez quelque chose de très construit, de plus profond, si j'ose dire, ça va pas forcément le faire. Mais en tout cas, ça a correspondu à ce que je cherchais. En le lisant, je m'attendais à passer un très bon moment, à avoir un thriller, une petite enquête facile, un peu comme des cozy mystery, où vous savez plus ou moins les tenants, les aboutissants de l'enquête. Mais le principal était de passer un très bon moment. Il y a des moments où je rentrais chez moi après ma promenade et j'écoutais 1 ou 2 chapitres de plus parce que je voulais savoir la suite. Donc pour moi, quand ça se passe comme ça, c'est une lecture réussie. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais c'est celle des 6 à la limite où j'ai hésité à vous en parler. Donc c'est pour ça que je vous en parle dès le départ. Ensuite, on change mais radicalement de registre, puisque j'ai lu Eleanor Grey de Brittany Setcheri, publié chez Hugo dans leur collection New Romance. Ici, on se retrouve dans de la romance. Alors au départ, qui est young adulte, puisqu'au départ, Eleanor Grey sont 2 lycéens et on va les suivre beaucoup plus tard. Je crois que c'est 8 ans plus tard dans leur vie d'adulte. Donc c'est entre le young et le new adulte. Mais j'ai adoré. En fait, j'aime beaucoup l'écriture de l'auteur. Je l'avais lu il y a pas mal d'années dans sa saga Elements. J'avais lu The Harry Brief, enfin un truc comme ça. Mais depuis, j'avais pas eu l'occasion de le lire. Et là, j'avais lu au mois d'août Behind the Bar, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu en lecture commune avec Aurore. Et du coup, on s'était lancé dedans, puisque Eleanor Grey, c'est le roman de Brittany Setcheri qu'on voit partout depuis à peu près un an. Et j'avais très envie de le lire, puisque pour être un coup de cœur chez autant de personnes, ça m'intriguait. Et comme j'aime beaucoup l'auteur, je l'ai lu. Ici, on retrouve Eleanor Grey, qui sont 2 ados, comme je vous l'ai dit au départ, qui vont se rapprocher. Et ils vont être séparés par la vie, puisque la maman d'Eleanor est gravement malade et pour la fin de sa vie, elle va devoir déménager.
Et du coup, bah, ils vont se séparer, la vie va faire qu'ils vont rompre tout contact. Et 8 ans plus tard, ils vont se retrouver puisque Eleanor est en recherche d'un boulot de nounou. Et elle va être contactée par une femme qui s'avère être la belle-mère de Grayson, qui cherche pour son gendre et ses petites filles une nounou à plein temps, puisque la maman des 2 jeunes filles est décédée tragiquement. Et Grayson est devenu le PDG de l'entreprise de son père, donc il est très pris par son travail. Donc ils ont besoin d'une nounou pour s'occuper des jeunes filles. L'une est ado et l'autre est encore assez petite, elle doit avoir 4-5 ans de mémoire. Et ils vont se retrouver et Eleanor va se rendre compte que Grayson a beaucoup beaucoup changé avec le drame qu'il a vécu l'année d'avant. Et ça va être très compliqué pour eux de se retrouver, sauf que il y a toujours eu ce lien indéfectible entre les deux, et quand ils se retrouvent, bah, il y a encore cette alchimie là, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour eux au vu du passé de Grayson. Et voilà, en gros c'est ça l'histoire. J'ai adoré, en fait j'adore autant que je déteste l'auteur, parce que elle a ce truc de dépeindre des personnages qui ont des histoires horribles. Et même si des fois, enfin souvent ça peut partir sur de bonnes intentions, de bons moments, de belles histoires, il y a forcément un moment où l'histoire capote, où il y a un truc tragique, mais à vous verser des torrents de larmes. Et en fait, je m'y attends à chaque fois. Comme dirait Aurore, quand on lit du Brittany Setcheri, il faut toujours avoir la boîte de mouchoirs pas très loin. Mais vraiment, je sais pas. En plus, la romance, c'est vraiment pas un style qui fait que je suis addict. Mais là, c'est vrai que du coup, on a lu alors, la duologie spin-off qui parle de Landon et Shay. Je vous parlerai dans le point lecture d'octobre. On est au tome 2 actuellement. Et du coup, on retrouve par petits bouts Eleanor and Grey. Et j'aime beaucoup en fait cet univers. Et, euh, et je me demande même si pour le moment je m'attacherai pas plus à London que à Grey notamment. Donc voilà, je vous en parlerai au mois d'octobre et je vous dirai finalement quel roman j'ai préféré et quel couple j'ai préféré. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup beaucoup touchée, j'ai adoré, je le garderai. Et je vous le recommande. Donc si vous cherchez une romance très très belle, tragique, mais avec des personnages très bien dépeints et une belle histoire. Franchement, j'aime beaucoup la plume, donc je sais pas si je suis objective, mais en tout cas, je vous conseille de lire Eleanor and Grey de Brittany Setcheri. Ensuite, on change de roman toujours de genre plutôt, puisque je suis partie dans Jean de Florette de Marcel Pagnol. Ici, c'est chez Fortuneo, une vieille édition que j'ai. C'est le roman qui fait partie de la duologie L'eau des collines. Donc le suivant, c'est Manon des sources, que je n'ai pas encore lu, mais que j'espère lire et pas attendre l'été prochain, parce que souvent les Marcel Pagnol, je les lis d'été. Mais là, j'ai pas eu le temps pendant mes vacances de lire Manon des sources, et je pense qu'il faut que je le lise très rapidement avant que l'hiver arrive. On se retrouve, comme toujours avec Marcel Pagnol, en Provence, dans un petit village, où on retrouve Hugolin, qui est le neveu du papé, qui est le dernier membre, si je peux dire, du clan des Soubirans. Et Hugolin, il a pour projet de créer une grande plantation de fleurs, sauf que les fleurs, ça demande beaucoup beaucoup d'eau. Et bah, eux, ils n'ont pas forcément assez d'eau dans leur puits, du coup, ils veulent acheter le champ de leur voisin qui est au clan adverse et qui est un homme très très compliqué. Et du coup, ça va être très compliqué pour eux. Et ils vont, avec donc Hugolin et son oncle, tout faire pour essayer de tendre des pièges, pour essayer d'acheter le bien, etc. Sauf que l'homme va mourir, et du coup, la terre et la ferme va être héritée par Jean, qui se fait appeler Jean de Florette, qui va venir avec sa femme et sa petite fille, Manon, sur les terres, et qui lui a de grands projets pareils pour la ferme, pour les champs, etc. Il ne sait pas qu'il y a un trésor avec cette source, ce puits. Et du coup, Hugolin va se lier d'amitié pour essayer
de lui racheter en fait les terres en lui disant que c'est bien trop grand. En plus, Jean de Florette est bossu, donc avec son handicap, c'est beaucoup trop compliqué. Il va se rapprocher de cette famille, etc. Et voilà, ça part de là. C'est une histoire aussi de vengeance entre plusieurs familles. On est dans l'ambiance de la Provence au début alors, je me demande si c'est au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. Mais je pense que ça doit être quand même XXe siècle. Hein. Ouais, en 1900. Je sais pas s'il y a la date, mais en tout cas, voilà, on est dans les années 1900 en Provence et j'ai beaucoup aimé. Comme d'habitude, l'écriture de Marcel Pagnol se lit tout seul, on est à fond dedans. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, on s'attache aux personnages, les personnages sont hyper bien décrits. On est en Provence, on arrive très très bien à s'imaginer en fait les paysages. Donc franchement j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire Manon des Sources. J'avais vu les films il y a très très longtemps et autant vous dire que je me rappelais plus trop de l'histoire et j'avais fait exprès de ne pas lire le résumé avant ma lecture. Et j'ai passé un très 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 beau moment. Donc voilà, comme d'habitude avec du Marcel Pagnol. C'est un auteur que j'aime donc je le recommande souvent. Donc si vous avez pas encore lu, si vous ne connaissez pas L'eau des collines et notamment Jean de Florette qui est le premier tome des deux, n'hésitez pas à le découvrir et je pense que même pour découvrir Marcel Pagnol ça peut être plutôt pas mal parce que moi je l'ai découvert avec les 4 livres qui sont sa biographie, donc les souvenirs d'enfance avec le château de ma mère, la gloire de mon père, etc. Et autant le château de ma mère et autant la gloire de mon père j'avais beaucoup apprécié, je l'ai lu plusieurs fois. Le château de ma mère, j'avais bien aimé, mais beaucoup moins que la gloire de mon père. Et il me reste Le temps des secrets, Le temps des amours à lire. Et j'avoue que j'ai un peu de mal que les romans de fiction de Marcel Pagnol, j'accroche beaucoup. Donc je pense que si vous voulez connaître l'écriture de Marcel Pagnol et ses histoires, commencez par soit L'eau des collines, soit la trilogie marseillaise avec Marius, César et Fanny que voilà, j'avais adoré. Donc voilà, c'était mon petit conseil Marcel Pagnol du jour. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Les fiancés de l'été de Christian Laborie qui est un tome 1. Au départ, on se retrouve en Lozère en été 39, donc 1939. Avec Ariane et Raphaël qui sont deux jeunes gens qui sortent à peine de l'adolescence et qui sont fous amoureux. Lui est architecte, elle aimerait bien être styliste et du coup ils vont devoir se séparer pour leurs études puisqu'elle rêve d'être styliste comme je vous l'ai dit et d'intégrer une école sur Paris. Et elle rêve aussi de reprendre l'entreprise de son père pour créer des modèles de chaussures, parce que lui vend des modèles de chaussures, mais elle aimerait bien un peu dynamiser tout ça et moderniser tout ça. Sauf que vient la guerre et tous leurs plans vont tomber à l'eau. Raphaël va être réquisitionné, mobilisé. Et elle va travailler à l'usine de son père qui va être réquisitionnée par les soldats allemands pour recréer les chaussures des Allemands. Et du coup, toute leur vie va être mise en pause. Suite à ça, Raphaël va déserter, va devenir résistant, sauf qu'il va se faire prendre, il va être dénoncé, il va se faire prendre et être emmené en camp de concentration. Et Ariane va n'avoir qu'un but, c'est essayer de savoir comment va Raphaël, où va Raphaël, s'il est encore vivant, etc. Et elle va faire des choix plus ou moins forcés. Et on va voir donc cette famille, mais aussi d'autres personnages du village qui sont au cœur de la guerre, notamment avec la résistance, avec le fait d'être juif, avec les Allemands qui viennent prendre tout ce qu'il y a à prendre dans les villes et les villages. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. On va voir vraiment ce côté engagement, les choix, les faits, les relations entre les Allemands, les Français, ce qui se passait dans les petits villages français durant la guerre. Et là où j'ai été surprise, c'est que déjà ça, cette partie-là, j'ai beaucoup aimé. C'est une grosse moitié, on va dire, du roman. Et à la moitié, la guerre se finit et on va continuer de suivre Ariane. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'Ariane, on va la suivre
vraiment toute sa vie. On va commencer quand elle est jeune adulte avec Raphaël et le début de leur histoire d'amour et des premiers amours en fait d'Ariane. Et on va la suivre tout au long de sa vie avec la répercussion forcément de la guerre et tout ce qui a pu découler de cette vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on va la suivre, elle va monter sur Paris pour poursuivre sa vie et découvrir beaucoup d'autres choses. J'ai pas envie de vous parler parce qu'on n'en parle pas dans le résumé et j'ai été très surprise et agréablement surprise surtout par cette continuité on va dire et du coup j'ai beaucoup aimé. Je ne sais absolument pas si dans le second tome on va continuer la vie d'Ariane ou si on va reprendre d'autres personnages etc. Je ne sais absolument pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je le lirai parce que j'ai beaucoup aimé. On est à la fois dans une romance parce que la base, c'est la romance, c'est de voir la vie amoureuse d'Ariane. Mais c'est vraiment qu'un fond de l'histoire, mais vraiment autour, vous avez plein de choses. Vous avez l'arrivée des Allemands, le développement de la guerre, l'après-guerre, la reconstruction de la France... le côté mode, styliste, la concurrence avec les États-Unis, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, on a toujours été une référence en mode, et c'est vrai qu'avec la Seconde Guerre mondiale, du coup, forcément, il y a eu un déclin. Les États-Unis en ont profité pour nous prendre cette première place, et du coup, on va avoir cette inspiration aussi dans la mode. Enfin, il y avait plein de sujets qui ont été abordés que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était hyper passionnant. J'avais lu un précédent roman de l'auteur qui parlait aussi de la guerre, mais qui était totalement différent. On suivait un village, c'était La Promesse à Élise. Et j'avais déjà beaucoup aimé la plume, mais là, ça me conforte dans le choix que l'écrivain écrit très bien ses romans historiques et ils sont très bien documentés. Donc, si vous cherchez une romance historique ou même un roman historique, je vous conseille Les Fiancés de l'été de Christian Labourie parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et ça a été une de mes meilleures lectures avec Eleanor Engray et un autre roman que je vous présenterai ensuite pendant ce mois de septembre. Ensuite, j'ai continué la saga Charcot & Bell en lisant Syndrome E de Franck Thillier chez Pocket. C'est un rituel, à chaque vacances, je lis un tome de cette saga et du coup, cette année, ça n'a pas fait défaut. On retrouve au départ de ce roman 5 cadavres qui sont retrouvés atrocement mutilés et dont Franck Charcot va être mis sur l'enquête. Donc ça c'est du côté de la Normandie. Et dans le nord de la France, Lucie va être appelée par un de ses amis, un de ses ex plutôt, qui est devenu aveugle à la suite de visionnage d'un film indépendant qu'il a acheté chez un Belge dont le père s'est tué quelques jours plus tôt et ils vont se rendre compte que ce film a quelque chose de très particulier dans la composition de ce film et joue sur notamment le cerveau, des images subliminales, etc. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que si on parle aussi des cadavres en Normandie, c'est qu'il y a un lien entre les deux. Et donc, ça va permettre de faire la rencontre entre Franck Charcot et Lucie Bell. Et c'était quelque chose que j'attendais beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé les 2 romans qui parlaient de Lucie et les 2 romans qui parlaient de Franck. Et je savais que dans ce tome-là, c'était la réunification, comme on dit dans Koh-Lanta. Et du coup, j'étais très curieuse de voir comment ces 2 personnages allaient se rencontrer. J'ai beaucoup aimé la scène de rencontre. Par contre, j'ai été très surpris de l'évolution de leur relation qui est pour moi très rapide au vu des personnages, en fait, du vécu des personnages. Mais voilà, j'aime toujours autant Franck Charcot et Lucie Bell, donc forcément ça m'a plu. Et l'enquête en elle-même a été intéressante, même si le fond de l'histoire et le thème abordé dans ce roman-ci, c'est celui que j'ai moins préféré de tous pour le moment, mais après ça reste mon avis personnel et voilà mon accroche par rapport au thème. Même si le thème, donc qui est le syndrome E, qui est abordé au fur et à mesure de l'histoire, est quand même hyper intéressante et hyper fascinante et où on peut se poser beaucoup de questions. Voilà, comme d'habitude, c'est très documenté, c'est très scientifique et Franck Thillier
c'est très bien le faire et du coup c'est très intéressant. Mais c'est vrai que de ce tome-là, je retiendrai principalement la rencontre de Franck et Lucie et de l'évolution. Et là où je suis très embêtée, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est une saga que je lis pendant mes vacances. Et les prochaines vacances qui sont prévues en avril. Donc je suis censée lire la suite qui est de mémoire à tome K. Je pense que c'est à tome K. En avril, sauf que la toute fin, donc pas l'épilogue de l'enquête et la résolution de l'enquête, mais vraiment la toute fin qui concerne nos personnages est horrible. Et du coup, j'ai très hâte et très envie de déroger à la règle de je lis que pendant mes vacances et de le lire là en automne ou en hiver la suite. Donc vous verrez dans les prochains points de lecture si finalement j'arrive à tenir jusqu'à avril ou si je craque avant la fin de l'année. Ce qui est très très probable parce que bah, ça m'a trop donné envie. Il sait très bien le faire, Franck Tillier, pour donner envie aux lecteurs de lire d'autres de ses livres. Donc voilà. C'est pas forcément un livre que je vous conseillerais, notamment si vous voulez commencer la série Franck et Lucie. Je pense que vaut mieux faire comme je l'ai fait, c'est de commencer vraiment dans l'ordre pour avoir la psychologie des personnages et s'attacher aux personnages. Puisque arrivé là, dès le départ, on est déjà attaché, on connaît très bien le passé de Lucie et le passé de Franck. Et je trouve que c'est quand même hyper important de connaître ce qui s'est passé dans leur vie personnelle et professionnelle. Pour les amener jusque là et dans leur comportement aussi entre eux et voilà. Donc je pense que je l'ai aimé pour ça. Par contre, si j'avais commencé en me disant bah de toute façon la série vraiment qui réunit les deux commence par celui-ci, donc je commence par celui-ci, je pense pas que j'aurais accroché à l'écriture, enfin pas à l'écriture de Franck Tillier mais à l'histoire et aux personnages. Donc si vous avez lu comme moi les 4 précédents, vous allez lire celui-ci, je pense que vous allez apprécier, même si c'est pas forcément le meilleur. Mais si vous voulez commencer la saga, ne commencez pas par celui-ci parce que je pense que ça peut pas vous rebuter non plus, mais voilà, ce sera moins efficace que si vous commencez par le premier tome de Franck Charcot qui est Train d'enfer pour Ange Rouge et le premier tome de Lucienne Bell qui est j'ai un doute, mais je pense que c'est La mémoire fantôme. Est-ce qu'on a le... Non, qui est La chambre des morts. Train d'enfer pour Ange Rouge, Date de miel, c'est les 2 premières enquêtes de Franck Charcot. Et La chambre des morts, puis La mémoire fantôme, c'est les 2 premiers tomes avec Lucienne Bell. Donc là, pareil, eux, par contre, vous pouvez lire soit d'abord Train d'enfer pour Ange Rouge, soit La chambre des morts. Peu importe, parce que c'est vraiment deux histoires distinctes et les deux se rassemblent ici. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai. Mais voilà, j'ai aimé retrouver nos personnages, j'ai aimé ce tome pour nos personnages, mais un peu moins sur l'enquête. J'ai trouvé que c'était quand même, il y avait quand même pas mal de longueur et vraiment, pour moi, je l'ai senti comme d'habitude, je les dévore les Franck Tillier. Et là, je l'ai senti comme, vivement qu'on ait la résolution de l'enquête pour avancer. Et heureusement qu'entre deux, il y avait ces histoires d'évolution de relation des deux personnages. Parce que je trouvais que l'enquête quand même était quand même un peu longue et ennuyante. Mais pour moi, en fait, le thème, j'ai pas trop accroché au thème. Donc je pense que c'est subjectif. Et enfin, le dernier roman que j'ai lu en septembre, mais qui m'a beaucoup marqué, dont j'ai très envie de vous parler, il s'agit de Mourir au monde de Claire Conneruit, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, qui a été édité chez Plon à la rentrée littéraire, donc fin août. Et c'est le premier roman de l'auteur et elle promet de grandes choses. Il me semble qu'elle est journaliste de métier. On se retrouve avec Sœur Anne, qui est une sœur dans un couvent depuis beaucoup d'années. Et malgré que ça fait des années qu'elle est sœur, elle a eu beaucoup de mal à se faire à la vie religieuse. Et on va apprendre au fur et à mesure qu'elle s'est absentée pendant quelques années du couvent avec l'autorisation de la mère supérieure, bien évidemment. Mais que voilà, c'est pas très clair, elle est un peu perdue. Elle a toujours ce regret de se dire si c'était à refaire, est-ce que je le referais?
de sa relation avec Dieu, de sa relation avec les autres. On parle aussi beaucoup de sa famille, des liens qu'elle a, de la relation qu'elle a avec sa famille et des tourments en fait qu'elle vit. Voilà, j'aimerais pas être à sa place. Et la mère supérieure va penser bon de lui confier le patronage de Jeanne, qui est une jeune femme de 20 ans qui arrive au couvent pour devenir religieuse comme elle. Et leur relation va être bien plus que marraine et filleule au niveau... voilà, elle va pas que lui apprendre comment on fonctionne dans le couvent, comment on évolue. Enfin, elle va pas lui montrer que le côté technique, si je peux dire, de la vie au sein du couvent. Ça va être beaucoup plus profond. Et à travers cette relation, ça va nous permettre aussi de voir en fait ce qu'a vécu Anne, ce que ressent Anne au niveau de son identité, de l'identité en tant que femme, en identité en tant que personne sur terre, de religieuse, de sa relation avec Dieu. Elle va remettre en cause le sens de sa vocation. Vraiment, ça a été... Alors, le résumé m'avait plu, c'est pour ça que je l'avais demandé sur NetGalley, mais j'ai été très surprise, je m'attendais pas autant à m'attacher à Sœur Anne et Sœur Jeanne, mais surtout à Sœur Anne, et j'ai été émue. En fait, cette histoire m'a pris aux tripes. C'est un roman très très court qui fait 160 pages et qui se lit très très vite, mais voilà, techniquement j'aurais pu très bien le lire en une soirée, mais j'ai dû le couper en deux parce que ça me prenait tellement aux tripes. L'écriture est tellement poétique, c'est tellement bien raconté que en fait ça m'a tellement émue que je me sentais psychologiquement incapable de lire tout d'un coup. Il a fallu que je coupe et que j'intègre, que je digère déjà cette première partie d'histoire pour être capable de lire et de ressentir la suite en fait de ce que Sœur Anne racontait dans ce roman. Donc ouais, vraiment si ça vous intrigue, si vous aimez les romans contemporains, des plumes poétiques, si le sujet de la religion, du sens de vocation, même sans forcément croire en Dieu ou quoi que ce soit, mais vraiment pour ce côté vocation, pour ce côté remise en question, quête de soi, etc. Et puis rien que pour la plume, parce que vraiment l'histoire racontée par la plume de l'auteur, c'est incroyable. Donc vraiment c'est le roman du mois qui m'a mis une claque, c'est ma plus belle surprise. C'est voilà, autant que ce soit Marcel Pagnol, Tillier, Brittany Seccheri, je m'attendais à aimer. Donc voilà, j'étais plus ou moins déçue, j'ai plus ou moins plus aimé que ce qui était prévu. Mais Mourir au monde, je ne m'attendais à rien de spécial et ça m'a mis une claque, ça m'a bouleversée et vraiment c'était la découverte du mois de septembre. Donc je vous recommande, et comme je vous recommande aussi toutes les sorties de plomb pour cette rentrée parce que c'est le 3e que je lis. Donc j'ai lu 907 fois Camille de Julien Dufresne-Lamy et Berlin Requiem de Xavier-Marie Bonneau, pareil, que je vous ai parlé la dernière fois, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, Plomb ont repris pas mal de publications de Belfond. Je pense que c'est plus ou moins la même maison d'édition. Mais c'est vrai que cette collection-là de la rentrée littéraire me fait beaucoup penser à la collection que j'aimais bien chez Belfond, qui était la collection Pointillé. Et du coup, je suis dorénavant de très près les sorties de chez Plomb parce que c'est des romans qui sont très bien écrits, qui sont bouleversants et qui vous laissent pas indemne en fait dans la lecture. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que autant des fois vous avez envie de lecture légère ou des lectures divertissantes et sans plus, comme par exemple le Paula Hawkins où vous passez un bon moment mais sans plus. Et il y a des lectures qui vous demandent beaucoup plus d'attention, de concentration, qui vous demandent aussi de mettre une part de vous-même, qui vous fait réfléchir. Et ça aussi, j'aime bien en fait. Donc voilà, selon ce qu'on a envie par moment, ça peut changer. Et moi, j'aime bien alterner les deux. Mais c'est vrai que là, si vous cherchez une lecture profonde, une super belle plume et une très belle histoire, je vous recommande Mourir au monde de Claire Connery. Voilà, c'est tout pour les 6 lectures du mois de septembre que je voulais vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire l'un de ces livres, si vous les avez lus, vous, ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très prochainement
pour ma pile à lire du Black November. Et puis, j'essaierai de vous faire le point lecture du mois d'octobre sans trop tarder. Mais voilà, en même temps, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!